Un avion de ligne décolle. Des centaines de passagers à bord. Et tout en haut, dans les commandes, un logiciel écrit dans un langage inventé par un homme qui, étudiant, n'avait jamais touché un ordinateur de sa vie. Cet homme déteste une seule chose au monde, les bugs. Épisode Gérard Berry, dompteur du temps des machines. Chapitre 1 L'enfant de la cave. Tout commence par un gosse seul dans un sous-sol, au milieu des fioles de chimie. Châtillon, dans la banlieue sud de Paris, à la fin des années 50. Un gamin descend à la cave, mais ce n'est pas pour jouer. En bas, des corps nus et des fioles l'attendent, dans cette odeur de réactif qui prend à la gorge. Sa mère est professeure, passionnée de chimie, et c'est dans ses livres à elle que le petit Gérard a appris à lire. Imaginez la scène une seconde. Un enfant qui déchiffre ses premiers mots dans un manuel de chimie, puis qui passe ses après-midi d'adolescent à mélanger des produits dans le sous-sol familial. Gérard Berry, né un 25 décembre 1948, aurait très bien pu devenir chimiste. Et puis, à 19 ans, tout bascule. En 1967, il entre à Polytechnique et là, il rencontre sa toute première machine. Une antique bécane baptisée SETI PB 250, énorme, d'une lenteur folle. Le coup de foudre est immédiat. Il racontera plus tard, au journal du CNRS, qu'il y a retrouvé d'un coup deux amours. Le côté expérimental qu'il adorait à la cave et une logique pure, mathématique, qui le fascine. Mais ce qui le saisit vraiment, ce jour-là, c'est un face-à-face. D'un côté l'homme, de l'autre la machine, rapide mais bête, puisqu'elle fait seulement ce qu'on lui ordonne. Et c'est précisément ce duel improbable qui le fascine. Un cerveau lent qui doit guider un idiot ultra rapide. Toute l'informatique tient dans ce malentendu. Entre les deux, un gouffre. Comment parler à une chose pareille et lui donner des ordres qu'elle ne pourra jamais déformer. Très vite, Berry comprend que le vrai problème, ce n'est pas la machine, c'est le langage, la manière dont on s'adresse à elle. Il en fera l'affaire de toute une vie. Et il développe au passage une émotion étrange, qu'il baptise lui-même une haine-passion. Une haine-passion pour les bugs, ces minuscules fautes d'écriture qui font dérailler un ordinateur entier. Une virgule de travers, un mot mal posé, et tout s'écroule. Il résume sa vie entière en une phrase. J'ai tout de suite compris qu'il était très dur de faire juste. Chapitre 2 Faire de l'informatique sans ordinateur. Et si la pire des contraintes s'était changée en arme secrète ? Voici le paradoxe le plus fou de toute cette histoire. Dans les années 70, en France, Gérard Berry fait de l'informatique, sans ordinateur. Ça paraît absurde et pourtant c'est vrai. À l'époque, presque aucun laboratoire de recherche français ne possède de machine digne de ce nom. Pensez-y un instant. Des chercheurs qui réfléchissent aux ordinateurs sans jamais pouvoir en toucher un. La machine, c'est un objet rare, hors de prix, presque mythique. D'après le récit que Berry fait au CNRS, c'est un musicien qui débloque la situation. Le compositeur Pierre Boulez. Oui, le grand chef d'orchestre. À la création de l'IRCAM, en 1977, Boulez pousse un coup de gueule et décroche le premier une vraie machine pour la musique. Le laboratoire de Berry, lui, devra patienter jusqu'en 1982. Alors que fait un jeune chercheur brillant quand il n'a pas d'ordinateur sous la main ? Il fait la seule chose possible. Il réfléchit, crayon à la main, et calcule sur le papier ce que les autres tapent sur leur clavier. Berry plonge dans un sujet d'une abstraction vertigineuse, posé tout au bord des mathématiques pures. Le lambda calcul, un langage mathématique qui sert de fondation à presque tous les langages de programmation. Ce sera le cœur de sa thèse. Et voilà le retournement magnifique. Cette contrainte, qui ressemble à une malédiction, devient sa plus grande force. Privé de machine, Berry apprend à raisonner et à manier l'abstraction comme personne. Il pose, sans le savoir, les bases de toute une école française d'informatique, reconnue dans le monde entier pour sa puissance théorique. La leçon est presque philosophique. Parfois, ne pas avoir l'outil oblige à comprendre vraiment le problème. Pendant que d'autres, ailleurs, s'amusent à pianoter du code sur leur machine, lui apprend à penser le code bien avant de l'écrire. Et ce réflexe, tout démontrer sur le papier avant de lancer la moindre exécution, c'est exactement ce qui va le rendre précieux. Parce qu'un homme capable de prouver qu'un programme est juste vaut de l'or pour ceux qui fabriquent des objets où l'erreur tue. Chapitre 3 Le concours de voitures robots. Une course un peu ridicule, en plein soleil du sud, va tout faire basculer. Pour comprendre la suite, il faut quitter Paris. En 1977, Berry descend dans le sud, à Sophia Antipolis, là où l'école des mines vient de monter une unité de recherche. Et soyons honnêtes, le déménagement n'est pas que professionnel. Ce passionné de montagne veut aussi apprendre la voile. Il s'achètera même un bateau avec des amis.
Voilà le bonhomme, un théoricien de l'abstraction pure qui rêve de prendre le large. Et c'est là, sous le soleil de la Côte d'Azur, que tout va se nouer, en 1982. Cette année-là, un magazine du nom de Microsystem lance un concours un peu fou, une course de voitures robots. Les collègues automaticiens de Berry construisent une voiture hyper sophistiquée, et soudain, une question toute bête les arrête net. Comment on la programme ? Jusque-là, pour lui, un programme c'était limpide. Une donnée entre, un calcul se fait, un résultat sort. Mais cette voiture-là doit réagir en permanence à ce qui l'entoure. Un obstacle qui surgit, un virage qui se resserre. Le monde, lui, ne s'arrête jamais pour attendre le calcul. C'est le déclic, l'intuition d'un langage radicalement différent de tout ce qui existe sur la planète. Il l'appellera Esterel. Et l'idée de génie, la voici. Le grand problème, c'est que deux temps s'affrontent. Le temps du monde réel d'un côté, la vitesse de calcul de la machine de l'autre. Berry prend alors une décision que tout le monde juge insensée. Il choisit de faire comme si le calcul était infiniment rapide, comme si la machine répondait instantanément, en temps zéro. C'est une abstraction vertigineuse, mais d'une puissance redoutable. En détachant la logique du programme de la vitesse réelle de la puce, Berry rend enfin le raisonnement possible. On peut désormais prouver que la voiture réagira juste, quelle que soit la machine cachée en dessous. Et pour l'expliquer, lui, le mélomane, trouve l'image parfaite. Quand un compositeur écrit une symphonie, dit-il, il ne se soucie pas du temps que le son met à voyager jusqu'à l'oreille du public. Il écrit comme si la musique arrivait dans l'instant. Esterel, c'est exactement cela, une partition pour machine. Le monde de la recherche le prend pour un doux rêveur, et on peut le comprendre. Les ordinateurs de l'époque sont environ 200 fois plus lents que les nôtres. Faire comme s'ils étaient infiniment rapides, quelle blague. Sauf que cette blague-là va bientôt faire voler des avions de chasse. Chapitre 4. Du labo au cockpit. Le jour où une idée jugée folle s'est mise à faire décoller des rafales. Et c'est ici que l'histoire bascule du rêve à la réalité. Le premier à y croire, c'est Dassault. L'avionneur veut dépasser les limites du contrôle automatique classique et informatiser le tableau de bord de ses rafales. Esterel tombe à pic, parce que ce langage cache un second super pouvoir encore plus précieux que le premier. Il permet de vérifier, mathématiquement, au moment même où on écrit le programme, qu'il ne fera pas n'importe quoi. On ne teste plus en croisant les doigts, on prouve. Et quand votre logiciel pilote un avion de combat, prouvez, ça change absolument tout. Parce qu'il faut bien mesurer la différence. Tester un programme, c'est l'essayer dans quelques cas, puis espérer pour tous les autres. Or, un avion traverse des milliards de situations imprévues, et aucune batterie de test ne pourra jamais toutes les couvrir. Prouver, au contraire, c'est démontrer une bonne fois pour toutes, noir sur blanc, que le programme tiendra le choc quoi qu'il arrive. Entre les deux, c'est le jour et la nuit. Très vite, l'aéronautique embarque du logiciel partout, du pilotage automatique au freinage, jusqu'à la climatisation. Bientôt, ce ne sont plus seulement les chasseurs, mais les géants du ciel, comme le gros porteur Airbus A380, qui s'envole grâce à du code écrit dans son langage. Puis d'autres mondes débarquent, séduits par la même promesse de sûreté. Les réseaux de téléphonie, les centrales nucléaires. Tous ces systèmes qu'on appelle critiques, ceux où une erreur ne se solde pas par un écran bleu, mais par des morts. En l'an 2000, une société voit le jour pour vendre la technologie, Esterel Technologies, et Berry la rejoint comme directeur scientifique de 2001 à 2009. Au tableau de chasse, on retrouve Dassault et Thales, mais aussi les rois de la puce, Intel et ST Microelectronics, car on adapte vite Esterel à la conception des circuits électroniques. Berry dira une chose superbe sur ces années. Travailler avec des industriels d'un niveau scientifique aussi élevé, c'était notre chance, parce que les problèmes qu'ils nous posaient étaient bien plus durs que nos hypothèses de laboratoire. Mais derrière la réussite, une inquiétude ne le quitte jamais. Berry a une formule qui glace le sang. L'informatique, dit-il, est fondamentalement invisible. Quand votre pneu est crevé, vous regardez le pneu, vous le voyez crever. Quand votre logiciel est cassé, vous regardez le logiciel, et vous ne voyez rien. Tout est là, dans cette phrase. On a recouvert le monde d'une matière qu'on ne peut pas voir, et qui parfois peut nous tuer. Et Berry ne mâche pas ses mots. Dans nos voitures, lâche-t-il, les bugs grouillent par milliers. Rien à voir avec l'aviation, où la moindre ligne de code est prise terriblement au sérieux. Comme si sur la route, on avait fini par accepter que le logiciel soit moins fiable que la tôle et les boulons. C'est précisément cette angoisse que Berry passera la seconde moitié de sa vie à combattre, non plus dans les laboratoires, mais dans la tête des gens. Chapitre 5. Le passeur. Le savant aurait pu savourer sa gloire. Il a choisi de retourner faire la classe. Quel genre d'homme, après avoir conquis l'industrie de pointe, décide de retourner enseigner à des enfants ? Berry, lui, n'a jamais vraiment cessé de transmettre. Et le bonhomme n'a rien du cliché de l'informaticien reclus dans sa bulle. Énergique, chaleureux,
Il adore expliquer et répond à toutes les sollicitations. Il a passé des années à apprendre l'informatique à des tout-petits, dans une école Montessori près de Sofia, joliment nommée les pouces verts. Des gamins, des vrais, à qui il explique comment pensent les machines. Et puis vient la consécration. En 2012, le Collège de France lui confie la toute première chaire permanente d'informatique de son histoire, une institution vieille de presque 5 siècles qui reconnaît enfin l'informatique comme une science à part entière. 2 ans plus tard, en 2014, il reçoit la médaille d'or du CNRS, la plus haute distinction scientifique française. Le théoricien qui faisait de l'informatique sans ordinateur est devenu le plus décoré de tous. Mais l'homme ne s'arrête pas pour savourer. Il écrit des livres pour le grand public, au titre limpide comme Pourquoi et comment le monde devient numérique, et se bat sans relâche pour qu'on enseigne l'informatique à l'école, dès le plus jeune âge. Le jour même où le CNRS le décore, il sort à peine d'un coup de fil avec un quotidien, à qui il expliquait justement ce combat. Et pendant ce temps, le chercheur continue d'inventer un nouveau langage, baptisé hip-hop, conçu avec Manuel Serrano pour orchestrer la valse des objets connectés qui envahissent nos maisons. Il travaille aussi avec l'IRCAM, la maison de Boulez, pour transformer Estérel en outil de composition musicale. La boucle est bouclée, mais au fond, une seule idée le hante désormais. Le grand public ne comprend rien au numérique et s'étonne sans cesse de ce qui était pourtant prévisible. Berry veut réparer ça, offrir à chacun ce qu'il appelle un bon sens informatique, comme on a un bon sens physique qui nous dit qu'une pierre va tomber. Et l'homme, dans tout ça, ce père et beau-père de 3 enfants devenus grands, trouve encore le temps de s'émerveiller devant les spectacles de sa belle-fille, acrobate de cirque. Le dompteur du temps des machines qui s'émerveille devant quelqu'un qui joue avec l'équilibre et la gravité, ça ne s'invente pas. Alors, que nous laisse vraiment Gérard Berry ? Bien plus qu'un langage, il nous laisse une façon de voir. Toute sa vie, il a martelé la même vérité. Le numérique est invisible, et c'est précisément pour ça qu'il nous échappe. On fait confiance à des machines qu'on ne comprend pas, on s'étonne quand elles déraillent, alors que leur raté était prévisible. Sa réponse n'a jamais été la peur, mais la rigueur et la compréhension. Apprendre à penser le code avant qu'il ne nous gouverne. Et à l'heure où des intelligences artificielles écrivent du logiciel que plus personne ne relit vraiment, où l'on confie nos voitures et nos diagnostics à des boîtes noires, la vieille obsession de Berry n'a jamais sonné aussi juste. Un pneu crevé saute aux yeux. Un logiciel malade, lui, ne se trahit jamais, sauf à celui qui a appris à le traquer. C'est peut-être ça, sa vraie médaille d'or. Nous avoir prévenus, avec le sourire, qu'un monde qu'on ne comprend pas finit toujours par nous surprendre. Vous écoutiez Gérard Berry, dompteur du temps des machines. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.